Donc on en est là. Les êtres complexes ont un nombre de parasites, de séquences parasitaires absolument inouïes, dont on ne sait pas très bien à quoi elles servent. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on sait que ces séquences parasites se multiplient, elles créent des épidémies dans le génome. Par exemple, on sait chez les grands singes, par exemple, eh bien, on sait que le nombre de copies qu'on va avoir de ALU, par exemple, va pas être le même chez les orang-outans, chez les chimpanzés, chez les hommes, qui en a beaucoup plus que les autres. Puisque ça traduit quelque chose de particulier, on sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que parfois, ces séquences sont à proximité ou permettent une surexpression des protéines qui sont liées au fonctionnement cérébral. Donc il est possible que ces séquences parasites aient entraîné des changements dans l'expression des hormones cérébrales, si on peut les appeler comme ça, qui ont amené des changements dans la nature du cerveau humain. C'est possible. Mais si c'est le cas, c'est lié au fait qu'il s'est passé une épidémie intragénomique d'une séquence qui avait dû se mettre là et qui a changé les choses. Donc on sait qu'il y a des épidémies internes, très bien, qui peuvent donner... Donc là, ALU, c'est apparu chez les singes, donc ça atteint... Donc là, chez nous, on en est à 1 million de copies par génome, donc c'est une épidémie fantastique, phénoménale. Chez d'autres, il y a d'autres cas dans lesquels les épidémies sont externes. J'ai parlé des rétroposons du placenta. Il y a un autre rétroposon qu'on trouve chez l'homme spécifiquement qui nous différencie des grands singes et qui est surexprimé pendant l'embryogénèse, pendant la constitution de l'embryon. Il est surexprimé à ce moment-là et donc on pense qu'il change la nature de la formation de l'embryon puisque c'est à ce moment-là qui montre qu'il est utile. Ça, c'est une chose. Et les autres, le phénomène, donc, comme chez les koalas, chez l'homme, le phénomène continue, c'est-à-dire on continue à intégrer des séquences d'épidémies. Par exemple, il y a une maladie infantile qui est due à un virus herpès, s'appelle herpès virus 6, qui donne soit des formes asymptomatiques, soit des maladies infantiles. Et dans un certain nombre de cas, ce virus va s'intégrer au génome, de temps en temps il va s'intégrer aux cellules germinales, aux ovules, aux spermatozoïdes, et pouf, il y a maintenant peut-être 5% de la population humaine qui a des séquences de ce virus dans son génome, et qui est transmet maintenant. Ça fait partie, donc on peut dire qu'il y a 5% des gens qui ont un grand-père ou une grand-mère virus. Herpès. On connaît le grand-père en plus, c'est herpès. Donc, c'est pas si simple, donc l'histoire de l'ancêtre unique. Et donc, ces séquences sont tellement faciles à faire, transposons, que bien entendu, ils s'en créent sans arrêt et elles peuvent se balader d'un monde à l'autre, c'est-à-dire de bactéries aux humains, des humains. Et donc, il continue à se créer de l'information génétique. Et cette information génétique, elle peut devenir épidémique et prendre des proportions qui sont tout à fait considérables. Donc ça, c'est ce que l'on voit maintenant, c'est-à-dire cette transmissibilité de l'information qui joue un rôle dans l'évolution et la transformation des organismes, qui est un rôle considérable. Et donc, si on ajoute, vous voyez, le rôle que peut nous apprendre la séquence, parce que les maladies infectieuses, quand elles sont reconnaissables cliniquement. Quand on a une maladie stéréotypée, trouver la cause de ça n'a pas été si difficile. Le concept même qu'il y avait des maladies infectieuses et contagieuses était très long. Hein. Ça commence au 19e siècle, jusque-là on ne le sait pas. On a une idée de ce qui est contagieux parce qu'il y a des épidémies qui surviennent et donc on se doute, mais on ne sait pas par quel mécanisme, si on ne sait pas qu'il y a des microbes qui donnent ça. Et donc le concept même sera difficile à acquérir. Ce sera toute une bataille épique pour, à la fin du 19e siècle, arriver à concevoir la théorie du germe. Mais au niveau des séquences comme ça, qui ne donnent pas de maladie, comment est-ce qu'on peut lier ça
à quelque chose avant d'avoir le génome purement et simplement. C'était même pas des objets, c'est des objets qui étaient même pas visibles jusqu'à un passé récent, quelques centaines de bases, c'était invisible. Donc on ne pouvait pas intégrer ça. L'idée que une partie de notre histoire a été constituée, une partie monstrueuse de notre histoire a été constituée de séquences parasites qui s'étaient multipliées chez nous est une chose qui est tout à fait étrange, tout à fait difficile à admettre. Bien sûr, on sait, comme je l'ai dit, qu'en plus les populations ont été modulées. Un des éléments majeurs des écosystèmes, c'est le parasitisme et les maladies infectieuses qui sont une forme de parasitisme. Donc on voit bien que éventuellement le facteur majeur qui a dirigé l'évolution, c'est le parasitisme par les bactéries, bien sûr. La peste a tué beaucoup, parfois éradiqué les gens. Les virus éradiqué beaucoup d'animaux, sûrement des épidémies absolument colossales qu'on n'a pas encore été capable d'analyser. Il y a quelques parties de ces infections qu'on a analysées, mais les virus, en particulier quand c'est des virus ARN, ça persiste mal dans les restes des humains ou des animaux, et donc c'est difficile de les identifier avec les techniques de paléomicrobiologie dont j'ai eu l'occasion de parler avant. Donc on ne sait pas le rôle que ça jouait, sauf qu'on voit qu'il y a un moment où il y a une population entière qui disparaît, et ces populations entières qui disparaissent, c'est lié à des phénomènes catastrophiques. Ça s'éteint pas progressivement. La plupart du temps, c'est un phénomène catastrophique. Et c'est un phénomène catastrophique qui peut être, bien sûr, parfois un météorite, ça peut être un bouleversement climatique, la glaciation, le réchauffement, et ça peut être, bien sûr, ce dont on est le plus sûr, c'est que les épidémies causent des extinctions. Ça oui, extinctions, parfois totales. Un des exemples les plus plausible d'extinction quasi totale, c'est celui des équidés, c'est-à-dire de la famille des chevaux, en Amérique. Pratiquement, presque tous les équidés semblent être nés et s'être développés en Amérique. Il y avait une variation considérable avec plusieurs espèces en Amérique, et tout ça a disparu complètement. Il y a un peu plus de 10 000 ans, il reste de ces trucs, c'est comme ça qu'on sait qu'ils existent, c'est qu'il reste des squelettes, et il restait plus que deux espèces, le cheval et l'âne, qui étaient dans l'ancien continent, alors que toutes les autres espèces, dont le cheval et l'âne, qui viennent d'Amérique, avaient disparu en Amérique. Donc, et on voit bien que c'est pas un phénomène adaptatif ni un phénomène particulier, puisque avec quelques chevaux espagnols, on a entièrement repeuplé toute l'Amérique de chevaux. Donc l'écosystème américain correspondait tout à fait bien aux chevaux. Simplement, la plupart des espèces d'équidés ont disparu, sauf les chevaux et les ânes. Les chevaux et les ânes sont revenus, ils étaient venus d'Amérique dans l'ancien monde, et ils sont repartis avec les Espagnols pour repeupler l'Amérique. Donc on voit bien qu'il y a eu là, on ne voit pas d'autre explication qu'un phénomène catastrophique qui a amené à la disparition pure et simple de toute une lignée de bestioles qui aurait pu entièrement disparaître si ce phénomène s'était produit avant que quelques spécimens soient venus sur l'ancien monde. À l'époque où c'était encore possible de traverser à pied pour aller d'Amérique en Asie. Donc, ce sont des phénomènes. Alors, bien sûr, donc, les épidémies ont joué un rôle absolument considérable dans le tri, et qui n'est pas du tout... il n'y a pas de logique derrière. C'est pour ça que j'appelle ça l'homme erratique. En réalité, il n'y a pas de logique derrière. Il y a une séquence génétique qui a une efficacité particulière, qui se multiplie un peu dans le sens de ce que Dawkins appelait le gène égoïste. C'est-à-dire, c'est une séquence. Cette séquence, son seul rôle, c'est de se multiplier. Donc, si elle se multiplie en vous tuant, ben, elle vous tue. Puis voilà, c'est tout. C'est pas, les séquences réfléchissent pas qu'on sache. Et donc, elles détruisent comme ça une population entière. Et une fois qu'elles ont détruit cette population, ben, pof,
il est bien possible que ça laisse de la place au développement d'une autre population. On pense que c'est comme ça que les mammifères ont pu se développer, c'est après la disparition des dinosaures. Je ne sais pas ce qui a tué les dinosaures, chacun a son hypothèse. Sûrement j'ai tendance, parce que c'est mon métier, à croire que c'est une infection qui a tué tous les dinosaures, et qu'en tuant tous les dinosaures, ils ont laissé la place pour le développement des mammifères. Jusqu'à cette époque-là, on avait simplement des petits mammifères, et à partir de ce moment-là, pof, ça laisse de la place pour faire des grands mammifères, et qui ont pu à craindre ces espèces de géants épouvantables qu'étaient les dinosaures. Donc bien sûr, ces changements sont accompagnés de modifications. Du coup, pendant ces dernières années, qu'est-ce que ces dernières milliers d'années, c'est-à-dire quelque chose de tout petit dans l'histoire de la vie, qu'est-ce qui s'est passé de spectaculaire? Ce qui s'est passé de spectaculaire, c'est la constitution des sociétés humaines. Et la constitution des sociétés humaines s'est associée à une domestication de la planète par l'homme. C'est-à-dire que l'homme a transformé la planète Terre en une espèce de jardin humain dans lequel, finalement, les seules choses qui subsistent, ou presque, sont celles qui servent à l'homme. Le reste a été détruit. Le niveau de destruction a été absolument extravagant. C'est incroyable. La plus grande partie des mammifères qui sont sur la planète sont les mammifères d'élevage. Donc, et ça, c'est récent. Hein. L'élevage, c'est 10 000 ans, peut-être, qu'on a commencé à faire de l'élevage. L'agriculture, les plantes, pareil. La plupart des plantes, c'est l'homme. À partir du moment où on a fait l'agriculture, à peu près à la même époque, on a commencé à détruire tout le reste. En termes de masse de carbone, on a détruit les forêts pour pouvoir y implanter, faire de la culture, de l'agriculture. On a détruit les animaux parce qu'ils étaient en compétition avec nous. Donc il n'y a plus d'animaux sauvages, extrêmement peu. Il y a les oiseaux, c'est même les oiseaux, c'est peut-être le plus effarant de tous. C'est peut-être que parmi les oiseaux, il reste peut-être 1 ou 2% des oiseaux qui sont sauvages. Les autres sont des animaux d'élevage, et essentiellement des poules. Et dans les poules, il y a 3 clones, donc ils font 70% des oiseaux, c'est 3 clones de poules. Donc on a une extinction de la diversité qui est absolument extravagante. Et donc de la capacité à transmettre ou à faire de la créativité nouvelle. Par ailleurs, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, toutes ces épidémies de gènes ou toutes ces épidémies de séquences sont liées à des populations denses et homogènes. C'est-à-dire que notre manière notre manière d'être, la création des civilisations, et des civilisations animales ou végétales, amène aussi à un risque massif épidémique. Pour avoir une épidémie, il faut avoir beaucoup d'individus et une grande densité. D'accord ? C'est sans doute, en tout cas, moi c'est ma théorie, peut-être parce que je ramène tout à ce que je connais le mieux, c'est pour moi ce qui explique pourquoi toutes les civilisations humaines ont toujours disparu au bout de quelques centaines d'années. Dès que vous concentrez, il y a plusieurs explications à ça, des explications sociales. Il y a de plus en plus d'administration. Quand il y a trop d'administration, l'administration c'est un parasite de celui qui produit. On voit, nous en France par exemple, on est passé en un siècle de 30% d'emplois dans le tertiaire à 80% d'emplois dans le tertiaire. L'emploi dans le tertiaire, ça ne produit rien du tout. Donc il y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus que des gens, je ne sais pas, qui jouent avec l'argent ou qui prélèvent sur la meuble ou qui font du commerce avec l'extérieur, et donc la production se fait ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une limite au bout d'un moment dans les civilisations urbaines. Il y a une limite, c'est que la proportion de ce qui n'est pas productif est de plus en plus importante. Et au bout d'un moment, c'est une des explications. Une autre explication, c'est les épidémies. Et ça, on sait bien que les épidémies ont joué un rôle dans l'extinction d'un certain nombre de civilisations.
Donc si l'épidémie est suffisamment importante, ça rase la ville, et puis voilà, éventuellement ça peut être des épidémies entièrement mortelles, les gens peuvent disparaître complètement. Donc c'est une vraie question qui est... et on sait, vous voyez bien que les épizooties, c'est-à-dire que les épidémies chez les animaux, c'est de même nature. Là, on parle beaucoup de la grippe aviaire, c'est la même chose, c'est les poules. Là, hein. Donc, il y a des collectivités de poules qui sont effarantes, plusieurs millions. Donc là-dedans, la capacité à se développer des virus et puis à créer des épidémies est considérable. Et puis, ça peut effectivement passer d'un élevage à l'autre. Et donc, cette manière de gérer la vie, c'est-à-dire en densifiant de manière considérable avec des clones uniques, hein, c'est-à-dire en ayant très peu de diversité génétique et donc très peu de manières de résister à une attaque donnée, est une question qui est une véritable question. Et donc on est dans une situation qui est complexe, qui est on est de plus en plus nombreux. Donc, passer de 1 milliard au début du XXe siècle à 8 milliards maintenant, si on continue à ce rythme, ça va poser un problème parce que tout ça, en plus, il faut le nourrir avec des animaux d'élevage et avec des végétaux de culture artificielle. Donc, il y aura de moins en moins de place pour autre chose que pour notre jardin, nos animaux à nous. Donc, il y aura très peu de choses en dehors de ça. La seule chose qui résiste dans... même les insectes, hein, les arthropodes, diminuent sous notre influence, parce qu'ils nous ennuient, donc on met des insecticides, pesticides, donc on s'en débarrasse en partie. Donc la seule chose qui ne diminue pas, c'est les prokaryotes, les bactéries, les archées, il y en a toujours autant, parce qu'on n'arrive pas à toutes les détruire, bien que les gens protestent qu'il n'y a pas suffisamment de nouveaux antibiotiques pour les tuer, et continuent à résister et à survivre. Peut-être parce que la partie parasitaire de ces organismes est beaucoup plus faible. C'est 1% de parasites, où vous avez 99% de parasites, c'est pas exactement le même poids. Hein. Donc, à faire, c'est une vraie question. Et puis, bien entendu, il continuera à se faire des séquences génétiques dont le rôle est à découvrir. Il y a une quantité de questions de santé et de santé publique que nous ne comprenons pas actuellement. Alors, là, il faut se projeter non pas dans l'avenir, mais dans le passé pour voir s'il n'y a pas des explications alternatives. Dans le passé, quand il y avait une épidémie, on ne savait pas à quoi était due l'épidémie. Alors, il y a des gens qui pensaient que c'était la vengeance d'un dieu ou une punition. Et donc, on faisait procession. Et on comptait sur la providence. Comme maintenant, on compte sur le progrès pour résoudre les problèmes nouveaux. Donc, c'est la providence qui va nous sauver. Donc, enfin, il faut bien voir, c'est pas il y a bien longtemps, on comprenait pas l'histoire de la transmissibilité, ni de... encore une fois, hein, jusqu'au XIXe siècle, et comme on n'avait pas les outils pour lutter contre, très bien, il restait la prière, ou bien la malédiction, ou la... Vous voyez, donc... ces gens, il y a 200 ans, n'étaient pas plus bêtes que nous. Hein. Simplement, il leur manquait des pièces dans le puzzle. Là, c'est pareil. On est une époque très, très arrogante. Alors qu'on croit qu'on est arrivé au sommet de la connaissance. Mais pas du tout. On vous dit, vous savez, 99% vous savez, qui sont juste des trucs qui se multiplient pour eux-mêmes et dont on ne sait pas à quoi ça sert. C'est quand même... Alors que tout le monde a dit, ça y est, en 2000, on a eu le génome humain. Alors, pas du tout le génome humain. Il a peut-être été fini l'année dernière, le génome humain. C'est-à-dire une molécule. C'est tellement... Avoir 1 million de séquences répétées et de les mettre dans l'ordre, c'est une complexité absolument extraordinaire. Donc toute la variation qu'il y a entre les hommes dans ces séquences répétées, on n'arrive pas à les analyser, on ne le sait pas. Donc ce qu'on analyse, c'est juste l'exome. Donc toutes les études génétiques, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déceptions après le séquençage humain. C'est quand on a eu le séquençage humain, en réalité, séquence des gènes. Une fois qu'on a eu ça, on a dit, ça y est, maintenant on va trouver toutes les maladies génétiques. Non, parce que c'est que 1% du génome, tout le reste,
s'il y a 3 séquences ALU en plus sur 1 million, mais qui le sait? En plus, elles sont pareilles les unes et les autres. C'est probablement le remplacement, l'endroit où elles se trouvent qui change quelque chose. Donc on commence à voir quelques éléments de maladies génétiques liés à ces séquences répétées qui font encore une fois 99% de notre génome. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne savait pas et qu'on n'imaginait pas.